Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va décortiquer un récit assez dense, avec pas moins de 4 histoires qui se déroulent en même temps, mais dans des univers très différents. On a un naufrage, un mystère tombé du ciel, une menace qui gronde et une alliance super fragile. Bref, on va essayer de démêler tout ça ensemble pour voir comment ça forme une seule et grande épopée. Voilà le programme. On va commencer par du lourd, une lutte pour la survie en pleine mer. Juste après, on passera à un mystère un peu plus cosmique. Ensuite, on fera monter la pression avec la menace des orques dans les terres du Sud et on terminera sur les coulisses d'une mission diplomatique qui s'annonce compliquée. Allez, c'est parti pour la première intrigue. Allez, on plonge direct dans la première histoire. Et quand je dis on plonge, c'est littéral. On est en plein milieu de l'océan, au cœur d'une tempête. Ici, on oublie la politique ou les prophéties. L'enjeu est beaucoup plus simple. C'est la survie, pure et dure. Et au milieu de ce chaos, on a nos deux protagonistes, qui ne pourraient pas être plus différents. D'un côté, on a Galadriel, déterminé comme jamais, qui préfère se jeter à l'eau seul plutôt que d'abandonner sa mission. Et de l'autre, Halbrand, un humain qui, lui, fuit clairement quelque chose sur un radeau de fortune. Deux destins qui n'avaient aucune raison de se croiser et que l'océan va pourtant réunir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment tout s'enchaîne. Leur rencontre n'est pas un hasard. Non, elle est provoquée par une catastrophe, l'attaque d'un monstre marin qui détruit le radeau des compagnons d'Halbrand. Et leur alliance, au début, ce n'est pas un choix, c'est juste une question de survie face à une tempête monstrueuse. C'est vraiment dans l'urgence, face à la mort, que leur histoire commune débute. Pendant que ça s'abat pour survivre sur l'eau, à terre, il se passe quelque chose de complètement différent. Le danger ne vient pas de la mer, mais du ciel. On change radicalement d'ambiance. On quitte la fureur des vagues pour un mystère beaucoup plus calme, presque merveilleux. Et là, la grande question qui se pose, c'est « mais qui est cet homme ?» Pour les jeunes pieds vélus, Nourri et Poppy qui l'ont trouvé au fond d'un cratère fumant, il est à la fois un secret hyper dangereux à cacher et une énigme absolument fascinante. Le truc, c'est que les indices qu'on a, ils sèment plus la confusion qu'autre chose. D'abord, ils ne parlent pas, ou en tout cas pas leur langue. Ensuite, il semble avoir des pouvoirs étranges, comme cette façon de manipuler les lucioles pour dessiner des choses. Et c'est là que ça devient vraiment bizarre. Il leur montre une constellation d'étoiles que personne ne reconnaît. Plus on en découvre sur lui, moins on sait d'où il vient. Bon, on quitte le mystère pour revenir à quelque chose de beaucoup plus brutal. La troisième histoire, c'est celle où la tension monte d'un cran. Une ombre plane sur les terres du Sud, et le danger n'est plus une simple rumeur. Il est bien réel, et il a des crocs. On suit donc Arondir, un elfe qui a le sens du devoir. Il sent que quelque chose cloche, il voit ces tunnels suspects sous un village et il y va. Sauf que, bien sûr, sa curiosité va lui coûter cher. Il tombe droit dans une embuscade et se fait capturer. Sa quête de vérité s'arrête là, brutalement, et on ignore ce qui va lui arriver. Et pendant ce temps-là, pour Bronwyn, la menace n'est pas sous terre. Elle est chez elle. Un orque s'introduit dans sa maison. Et là, c'est une scène de combat hyper violente pour elle et son fils Théo. C'est une lutte acharnée, désespérée. Ils finissent par avoir le dessus, mais cette épreuve va les marquer à jamais. Et c'est là qu'on voit que Bronwyn n'est pas du genre à se laisser abattre. Loin de là. Au lieu de paniquer, elle prend cette horreur, cette tête d'orque, et elle s'en sert. Elle la ramène au village comme une preuve irréfutable, pour forcer tout le monde à voir la vérité en face. Le danger est à leur porte, il faut partir. Allez, dernière histoire. On change encore une fois de décor, fini les combats à mort, bonjour les intrigues politiques et la diplomatie. On passe de la survie à court terme à des enjeux qui pourraient redéfinir l'avenir de tout un monde. Alors tout commence avec un projet un peu fou, celui de Célébrimor, le maître forgeron elfe. Son idée, construire la plus grande et la plus puissante forge jamais vue. Mais même pour les elfes, c'est un projet trop ambitieux. Du coup, Elrond est envoyé en mission diplomatique à Khazad-dûm pour solliciter l'aide des nains. Seul problème, la mission commence très mal. Et ce n'est même pas une question de politique, non, c'est personnel. Pour un elfe comme Elrond, 20 ans, c'est un claquement de doigts. Mais pour son ami, le prince nain Durin, 20 ans, c'est une éternité. Une absence si longue qu'Elrond a manqué son mariage, la naissance de ses enfants. La rancœur de Durin est immense et on peut le comprendre. Heureusement, il y a Dissa, la femme de Durin. Et elle est brillante. Elle comprend tout de suite la situation, elle arrive à calmer son mari, à jouer sur sa fierté tout en le poussant à au moins écouter ce que l'elfe a à dire. Sans son intervention, franchement, la mission d'Elrond se serait terminée avant même d'avoir commencé. Donc sur le papier, la mission d'Elrond, c'est juste de construire une forge. Mais on voit bien, en regardant ces 4 histoires en parallèle, que l'enjeu est beaucoup plus grand. Entre la survie, les mystères, la menace des orques, la vraie question, ce n'est pas « vont-ils construire cette forge ?» Non, c'est plutôt « au milieu de tout ce chaos, réussiront-ils à forger quelque chose de bien plus important ? Une amitié, une alliance assez solide pour affronter ce qui se prépare ?» Tout repose là-dessus.